Mesdames et messieurs, monsieur le gouverneur, si vous permettez, nous allons ici redémarrer notre programme et sans plus attendre, entrer dans le vif du sujet avec ce premier panel de cette conférence qui portera sur le pouvoir transformateur de l'IA. Cette session inaugurale aura pour objet donc de présenter le panorama global de l'intelligence artificielle. Elle sera l'occasion notamment de clarifier les enjeux et les motivations sous-jacentes au développement de l'IA en examinant son impact actuel et ses perspectives d'évolution à moyen et long terme. Permettez-moi ici donc d'inviter notre modérateur et nos panélistes. En premier lieu, le fondateur et président directeur général de Athéis, M. Marc Israël, qu'on applaudit et qu'on accueille, qui va s'installer. Monsieur Israël. Vous aurez à votre droite, à vos côtés, l'ancien secrétaire général de la BCEAO, M. Abdoulaye Seck, qui nous rejoint avec les applaudissements de l'audience. Et nous avons aussi également connecté en visio depuis le Canada et très tôt, Madame Sarah Legendre-Bilodeau, professeure à HEC Montréal et CEO de Vidence Analytics. Voilà, qu'on salue. Il est très tôt chez elle. Merci infiniment de votre présence. J'espère que vous nous entendez. Si vous entendez, levez juste la main. Oui, c'est un Parfait. plaisir d'être La là parmi technologie vous. fonctionne. Merci infiniment de votre présence. Et justement, pour ouvrir ce panel, nous avons le plaisir ici de suivre avec attention la présentation de deux éminents keynote speakers. L'un sera en présentiel et l'autre sera connecté depuis la Virginie. Nous avons le plaisir de recevoir ici le directeur principal de l'intelligence artificielle à la Banque nationale du Canada, M. Julien Cros. Je vais donner ici une présentation pour mieux cerner effectivement son profil. Il est un des leaders en intelligence artificielle au sein de la Banque nationale du Canada. Il est en poste depuis 2016. Il a contribué à la transformation numérique de plusieurs grandes organisations canadiennes en finance, en santé, et a mené avec succès le développement de produits technologiques innovants et influencé les investissements de l'industrie de l'écosystème de l'intelligence artificielle. Il est titulaire d'un doctorat à HEC Montréal et siège au conseil d'administration de plusieurs organisations œuvrant en littérature numérique. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, merci de recevoir M. Julien Cros sous vos applaudissements. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. C'est un plaisir et un honneur d'être avec vous aujourd'hui et j'aimerais commencer par remercier toute l'équipe formidable de la BCEAO pour cet accueil très chaleureux et exceptionnel à Dakar. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du potentiel de transformation de l'IA dans nos communications. Merci pour la présentation et l'introduction. Je vais rapidement passer au travers de la présentation des organisations pour lesquelles je travaille, donc l'École des dirigeants de HEC Montréal, où je donne des cours aux exécutifs et aux dirigeants, et où j'aimerais simplement souligner pour aujourd'hui la très longue contribution entre l'École des dirigeants et la BCEAO, qui date déjà de 2015, donc c'est le 10e anniversaire aujourd'hui. Merci à la BCEAO pour cette longue collaboration avec l'École des dirigeants. Et rapidement, à la Banque nationale du Canada, où je suis directeur principal. Petite présentation rapide pour vous mettre en contexte.
c'est une des 6 grandes banques canadiennes qui a une capitalisation boursière de 45 milliards de dollars. C'est des dollars canadiens, donc un petit peu moins en dollars américains. Et qui a 31 000 employés. Donc, c'est une banque qui a une présence internationale, entre autres aux États-Unis et en Europe. J'aimerais commencer à vous parler de ce potentiel transformationnel de l'intelligence artificielle pour les communications, en commençant à faire un petit retour sur l'historique, car l'histoire nous aide toujours à mieux comprendre l'avenir et le futur. 3 grandes vagues de transformation sont arrivées par le passé avec l'intelligence artificielle. La première était une vague qui a permis des technologies de prédiction. Pensez à tout le potentiel pour les économistes dans leur prédiction de taux d'intérêt, de succès économique. Pensez aux institutions financières dans leurs décisions de crédit et leurs prédictions de défaut. La deuxième vague a été une vague de développement de technologies de classification qui a généré beaucoup d'opportunités, entre autres en marketing et en segmentation. Et la troisième vague, qui est la vague toute récente dont nous parlons depuis novembre 2022 avec la sortie de ChatGPT d'OpenAI, est la vague de génération. L'IA peut paraître comme étant une technologie qui est intimidante. Alors, afin d'essayer de simplifier la conversation autour de l'IA, j'aime bien utiliser la représentation que vous avez à l'écran en ce moment. Les 5 boîtes rouges que vous avez sont les 5 impacts d'affaires qui sont facilités par la technologie de l'intelligence artificielle. La première, c'est l'accès à l'information. Pensez à Google, à la recherche sur TikTok, sur Instagram. La deuxième, c'est la génération d'informations. Pensez au potentiel créé par ChatGPT. La troisième sont les prédictions. On en a parlé avec les décisions de crédit, par exemple. La quatrième, c'est la classification et la segmentation, encore une fois très utile en marketing. Et la cinquième, très importante, mais qui ne sera pas le centre du sujet pour ma présentation, mais vous en entendrez parler plus tard aujourd'hui, c'est l'IA responsable, donc toute la gestion des risques et la gouvernance autour de l'intelligence artificielle. Vous l'avez vu, l'ordre a changé par rapport à l'historique. Ici, la première qui vous est présentée est la génération, donc les catégories 1 et 2. Et il y a une très bonne raison pour cela. Ce sont les technologies ou les impacts d'affaires, pardon, qui ont, selon moi, le plus de potentiel à moyen et à long terme pour transformer nos communications en entreprise. Alors, je vais revenir là-dessus en très peu de temps. J'aimerais rapidement aborder les défis sur le marché, car une bonne compréhension des défis nous aide à mieux cadrer le potentiel de nos technologies en intelligence artificielle pour la transformation. Et j'aimerais prendre le temps de vous parler de 4 défis, tout particulièrement. Le premier défi auquel la communauté fait face pour le développement de l'intelligence artificielle est les augmentations de coûts. Il est estimé que le prochain modèle d'OpenAI, GPT-5, coûtera environ 1 milliard de dollars à entraîner et à construire. C'est énorme. Rentabiliser ce coût se fera au travers de la consommation par différentes entreprises et organisations de cette technologie et requerra donc des retours sur investissement particulièrement élevés pour les premiers utilisateurs de cette technologie. C'est un premier défi auquel le marché fait face. Un deuxième défi est autour des droits d'auteur. Il y a présentement des poursuites aux États-Unis, du New York Times par exemple, vers OpenAI, et ces poursuites, en fait, pourraient mener à des résultats qui sont inconnus aujourd'hui et qui sont attendus par plusieurs entreprises. En l'absence de la jurisprudence
Plusieurs entreprises doivent se positionner sur l'utilisation de l'IA génératif et c'est difficile de le faire. Donc, le contexte actuel et les questions autour des droits d'auteur avantagent les entreprises qui sont prêtes à prendre des risques élevés et limitent le potentiel d'utilisation de la technologie pour des entreprises qui ont une réputation à protéger et qui ont une tolérance au risque qui est plus faible. Le troisième ensemble de défis, vous voyez ici quelques photos qui me ressemblent. Ce n'est pas parce que je suis narcissique que je vous partage 4 de mes photos. En fait, ces photos ont été générées par un algorithme. Aucun photographe n'a pris ces photos, ce sont des deepfakes. Dans un monde où les mots de passe sont de plus en plus un irritant à l'expérience digitale, la biométrie devient de plus en plus populaire à utiliser pour les entreprises, mais ouvre énormément tout un monde de possibilités pour la fraude. C'est donc un enjeu supplémentaire qui est à gérer pour le succès de l'IA et de la transformation de nos organisations en communication. Et finalement, le dernier, non le moindre, la réglementation et la législation. Pour une banque comme la Banque nationale du Canada, nous avons de la législation fédérale au Canada, nous avons de la législation provinciale au Québec qui est à respecter, les deux sur le domaine de l'IA. Nous avons de la réglementation de notre régulateur, le BSIF, le Bureau du surintendant des institutions financières, et nous devons aussi respecter la régulation et la législation des marchés internationaux sur lesquels nous opérons, comme l'Europe, par exemple, où la régulation est plus stricte qu'au Canada autour de l'IA. Une saine gestion de l'ensemble de ces enjeux est la base du succès en IA pour exploiter les forces de l'intelligence artificielle qui sont beaucoup centrées autour de l'utilisation de données massives dans lesquelles des patterns existent qui peuvent être réutilisés pour faciliter la prise de décision et le développement d'affaires. Alors, parlons maintenant des opportunités en intelligence artificielle pour la transformation. Je vais les catégoriser en deux groupes. Le premier sur cette page-ci, le deuxième sur la prochaine page. Sur cette page-ci, vous avez les ensembles d'opportunités d'affaires pour transformer les communications en entreprise qui sont disponibles aujourd'hui avec la technologie actuelle, avec un niveau de maturité qui est suffisant pour les organisations qui ont les investissements requis et l'expertise requise pour y arriver. Le premier ensemble d'opportunités constitue la recherche d'informations. Vous connaissez Google, mais au-delà de Google, l'ensemble des entreprises, surtout les grandes, ont énormément de bénéfices à aller chercher avec des capacités d'accès à l'information pour leurs employés qui sont performantes. Pour une organisation de 50 000 employés, sauver 5 minutes par jour peut se transformer en l'équivalent du temps de travail de 500 employés sur une année. C'est énorme. Donc, beaucoup de potentiel d'optimisation et d'efficacité avec la recherche d'informations. Les assistants conversationnels appelés chatbots souvent, ouvrent une nouvelle fenêtre d'opportunités de canal d'interaction avec les clients pour les entreprises, pour simplifier des conversations autour de services, par exemple, et offrir des alternatives aux services en succursale, physique ou au téléphone. L'analyse de sentiments permet à échelle d'aller comprendre l'humeur de nos clients et de nos employés, ainsi que la qualité de la relation que nous avons avec eux. Pour une entreprise comme la Banque nationale de 30 000 employés et de millions de clients, la seule approche possible pour avoir un portrait global de la satisfaction des clients et de la qualité de la relation avec eux est de travailler avec des technologies d'analyse automatisée de sentiments. C'est donc, encore une fois, un bassin d'opportunités pour transformer la nature des communications entre les entreprises et leurs clients et leurs employés. Nous avons aussi le traitement automatique de documents. Bien que nous soyons de plus en plus dans un monde qui soit digital,
Au Canada, en tout cas, plusieurs processus continuent d'utiliser des documents à base papier. Par exemple, le processus d'ouverture d'un prêt hypothécaire pour l'achat d'une maison. Dans ce contexte, automatiser le traitement des documents avec des algorithmes d'intelligence artificielle permet de réduire la charge transactionnelle sur les employés et d'augmenter le temps disponible aux employés pour échanger dans des conversations beaucoup plus structurantes et stratégiques avec les clients. Finalement, dernier exemple parmi le bassin d'opportunités des technologies qui sont déjà relativement matures en intelligence artificielle est le traitement de la voix. Combien de fois êtes-vous passé par des menus téléphoniques qui vous demandent d'appuyer sur le 1 pour l'anglais, d'appuyer sur le 2 pour le français, d'appuyer sur le 3 pour le Wolof, et dans des arbres extrêmement complexes qui vous amènent parfois à passer 2-3 minutes à appuyer sur plusieurs boutons pour arriver à parler à la bonne personne. Le traitement automatique de la voix permet de transformer cette interaction de manière beaucoup plus fluide en quelques secondes à peine, en identifiant de façon quasi immédiate l'intention du client et en mettant immédiatement le client en contact avec la personne pertinente dans l'entreprise avec la bonne expertise. Vous avez donc ici le portrait d'un ensemble de capacités, de potentiel d'affaires disponibles à l'ensemble des entreprises dans la très grande majorité des secteurs. Maintenant, passons à l'ensemble d'opportunités qui sont en phase de croissance. Ce sont des opportunités où la technologie n'est pas encore à pleine maturité, mais où des bénéfices sont déjà tangibles pour certaines entreprises, comme par exemple la Banque nationale du Canada. La première dimension ici est celle du support aux activités et aux tâches bureautiques. Certains outils comme la solution Copilot de Microsoft sont directement intégrés dans des applications informatiques de bureautique comme Word, PowerPoint et permettent d'accélérer énormément le travail clérical effectué par chacun d'entre nous et de nos collègues. Il y a donc un avenir où les activités cléricales pourront éventuellement être réduites suite à leur croissance dans les dernières décennies et où nous aurons plus de temps qui sera disponible pour les conversations et les interactions stratégiques entre nos employés et nos clients. Nous avons aussi tout le support au développement informatique. Les systèmes d'IA peuvent maintenant générer du code informatique. Vous avez donc un monde qui est possible où les machines coderont du contenu qui sera lui-même utilisé par les machines, accélérant le processus de développement informatique. Troisièmement, il y a un potentiel énorme avec l'intelligence artificielle de déviation des appels au centre d'appel. Je vous ai déjà parlé des chatbots, des agents conversationnels. Les agents conversationnels, avec les nouvelles vagues de technologies d'IA génératif, permettent maintenant de répondre à des questions beaucoup plus complexes que celles que nous pouvions répondre précédemment avec les technologies précédentes. Ceci permet encore une fois de libérer de la capacité dans les centres d'appel pour se concentrer sur des tâches complexes à forte valeur ajoutée et donc de permettre à nos employés d'avoir des conversations beaucoup plus significatives et impactantes avec nos clients plutôt que des conversations de nature transactionnelle. Finalement, dernière grande opportunité en IA générative, la transformation de la documentation des comptes rendus de rencontres, par exemple. Au Canada, la réglementation nous oblige à rédiger des comptes rendus pour chacune des conversations que nos conseillers en gestion de patrimoine ont avec leurs clients, ce qui peut leur prendre de 20 à 30% de leur temps. Alors imaginez un monde où 20 à 30% de ce temps est passé dans des conversations significatives de développement d'affaires avec le client plutôt que dans des activités cléricales, réglementaires de saisie d'informations. Le potentiel en génération de revenus, en qualité de la conversation, en satisfaction client et en qualité des communications entre les entreprises et les clients est ici énorme. Alors,
Je vais finir avec le potentiel d'avenir. Je vous ai parlé de ce qui existe et ce qui est fiable aujourd'hui, de ce qui est en phase de maturation et bénéficie déjà à certaines entreprises, et je vais terminer en vous parlant de ce qui s'en vient. Trois grandes thématiques qui sont à suivre de près dans les prochaines années. La première, c'est l'agentique, la capacité de systèmes informatiques à répliquer des activités humaines, parfois avec des équipes complètes d'agents. Vous pouvez penser à un monde dans quelques années où un employé aura accès à 10, 20, 30 agents informatiques pour le supporter. Un client aura peut-être accès à quelques dizaines d'agents informatiques pour le supporter aussi. Et donc, le monde pourrait évoluer dans un contexte où les relations transactionnelles se passeraient purement entre des agents informatiques du côté entreprise et du côté client, et où les interactions entre l'entreprise et le client se feraient encore une fois sur une base beaucoup plus stratégique de développement d'affaires, de planification à long terme, là où l'intelligence humaine peut amener énormément de valeur. Le travail documentaire va aussi évoluer avec la capacité des agents à le traiter de manière automatique, amenant probablement éventuellement des questions quant à quelle est la valeur d'un document dans un processus si l'ensemble du traitement est fait de manière automatique, et encore une fois, amenant le monde des interactions entre les entreprises et leurs clients à évoluer vers des conversations significatives d'impact plutôt que des conversations transactionnelles. Et finalement, ceci devrait amener à des possibilités dans la livraison des services, donc à une transformation sur comment le service est amené au client en réduisant la charge aujourd'hui très axée sur le client dans les plateformes libre-service digitales, par exemple, en déplaçant cette charge vers des outils automatiques, de l'agentique, et en recréant un contexte où les entreprises peuvent se rapprocher de leurs clients et avoir des relations, encore une fois, beaucoup plus significatives. Sur ce, je clôt ma présentation. J'espère que certains des éléments auront été pertinents pour vous et je serai présent aujourd'hui pour en discuter avec vous si ce sujet vous intéresse. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur Cros, pour avoir mis la table, comme on dit, et je vous confirme que le sujet nous intéresse parce que nous avons besoin de nous nourrir et profiter de votre présence ici. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Montréal. Vous êtes enseignant à HEC Montréal et directeur principal de l'intelligence artificielle à la Banque nationale du Canada. Merci infiniment. Nous poursuivons sans transition parce que nous avons beaucoup de choses à partager ici et nous allons nous connecter d'ailleurs en visio puisque notre deuxième keynote speaker sur ce premier panel est avec nous, je l'espère, connecté depuis la Virginie. Vous allez voir qu'on est en train de bouger à travers la planète pour enrichir nos échanges ici. Je vérifie au niveau de la technique qui va nous retrouver dans quelques instants. S'il est connecté, nous allons nous assurer de l'avoir. Nous vous indiquons que son intervention va être faite en anglais. Good morning. Bonjour. Bonjour. Très heureux d'être avec nous, Monsieur Anton Korinek. C'est un plaisir pour moi. Professeur d'économie à l'Université de Virginie et chercheur affilié à plusieurs institutions internationales, spécialiste de l'intelligence artificielle et à ses impacts économiques. Vous êtes reconnu à travers vos travaux sur les crises financières et les politiques de régulation. Votre analyse a été largement relayée dans la presse internationale, notamment dans le New York Times et dans The Economics, ainsi que dans le Times Magazine. Bonjour, Monsieur Anton Korinek. Vous nous entendez? Hello, can you hear me? Yes. Can you speak louder? Je vais vous indiquer que cette intervention se fera en anglais. Perfect. Mr. Korinek, the floor is yours. Thank you very much for the invitation and for the kind introduction. Our previous speaker has given us an excellent background on artificial intelligence and its use throughout the economy. What I want to do is I want to continue on that theme with a more future-looking perspective. And I will first talk a little bit
about the speed of technological advances. So over the past 15 years, we have essentially encountered 4 different paradigms. The speaker before me has talked quite a bit about the deep learning paradigm that we've seen in the 2010s, where we had specialized AI applications that could do one thing very well, but only one thing. For example, classifying images or playing chess or Go or things like that. So we called those systems narrow AI systems. In 2022, all of us experienced the ChatGPT moment, and large language models suddenly ushered in the next paradigm. And what was different between large language models and the previous generation of AI was that they are of a general purpose nature. You can use large language models not just for one thing, but for essentially any cognitive task. You can use them to write economics papers or to give you travel recommendations or help you write emails or study for an exam, anything you wish. So in some sense, that was a very different paradigm from the narrow AI systems that we had before. Well, these LLMs like ChatGPT also had some well-known weaknesses. For example, they were not very good in math. And that's where the next paradigm in 2024 came in. In fall 2024, OpenAI released the first so-called reasoning model. And that was a large language model that was particularly trained to perform reasoning tasks, that was suddenly very good in math, probably better than almost all of us economists, that was very good at writing computer code, and that was very good at any other analytic task, like all the tasks that we as economists engage in on a day-to-day basis. And right now we are at the start of yet another paradigm, which is AI agents. So I like to show this graph here, which shows us the rapid speed of growth in artificial intelligence. And in particular, it shows us how much more computational power has been deployed for training our best AI systems over the past 15 years. You can see this graph here is on a logarithmic scale. So a logarithmic scale means that if you have a straight line, it actually represents exponential growth in a regular scale. And the exponential growth of the size of AI systems has been extremely rapid. It has been at a rate of about 4.5x per year. So it means every year the best systems are 4 times larger than the previous ones. And on top of that, the systems have also become much better and algorithmically more efficient. So it means we have used that computational power much more effectively. If you multiply those two numbers, you can see that the effective computational power at which AI has been advancing has grown at a factor of more than 10 every single year for the past 15 years. So 10 in 1 year, 100 in 2 years, 1,000 in 3 years. We are economists, so we all understand the power of exponential growth. And well, suffice it to say that unfortunately the size of my brain has not grown at the same rate as the size of these AI systems. Now, I said the next paradigm are AI agents, and the previous speaker has also already hinted at the IA agentique. So what are these AI agents? They are essentially AI systems that can autonomously pursue goals and that can autonomously pursue economic goals, research goals, you name it. And how do they do that? They have been given the ability to engage in strategic planning, the ability to use long-term memory, and to access tools outside of the AI system, like, for example, to search the internet or to perform actions on the web
in the finance context, you can think of AI agents as agents that trade in markets. And of course, they build on the rapid improvements of AI models from the past couple of years. And they're expected to generate significant value already in 2025, but to grow rapidly, like at double-digit, triple-digit rates over the next couple of years. So that's the paradigm that we are all looking at now. Now, I want to say a few words about generative AI, specifically for economists, because we at central banks or finance ministries, we can use generative AI in really powerful ways. And I want to start it by making an appeal to all of you why you should use generative AI. And my appeal consists of 3 points. First of all, generative AI will make you more productive. There is a growing number of empirical studies that show for whatever you use them, you can do it faster, you can do it better. And I have also experienced that myself. The second reason is there is a learning curve. It takes a little bit of time to use these tools optimally. I can tell you, if you just invest 1 hour, you will already save more than 1 hour of your time by applying them. And the third point is that these systems are advancing so rapidly that the benefits of using them is also growing fast. I'll make a small side point here. Many of you are in leadership positions, and you have excellent staff who does a lot of work for you. And that means oftentimes that staff will do work that other people would use generative AI for, and you are a little bit shielded from experiencing these systems on a day-to-day basis. But I want to encourage you, even if you have excellent staff, use a little bit of your time to converse with these systems, to have the first-hand of experience of how rapidly they are improving and how many things they can already do today in the economic sphere. I want to also note some special considerations for African countries. Africa is not leading in AI development, but I believe it can still reap enormous benefits from using generative AI. And there are 3 points that I think are particularly worth highlighting. The first one is LLMs can help us overcome language barriers. They are already at the stage of being an almost superhuman translators. The second one, LLMs can help us to learn new skills. I regularly spend time with generative AI systems to learn from them, to learn about economic questions that are a little bit outside of my area of expertise, to learn about technical questions, to learn about AI agents, for example. And the third point I want to emphasize, even if you use the free systems, like the free version of ChatGPT, the free version of Claude, the free version of Gemini, these systems are already very powerful and very useful. So you don't even have to pay for them. You can just reap the benefits from them. And I think for all of us, one of our goals should be to avoid that the digital divide that we can sometimes see in today's world would transform into an intelligence divide. That means that we need to proactively use these tools to leverage the benefits, of course, in a responsible manner, but to take advantage of what these systems are good for. I want to become very tangible for a couple of slides now to illustrate what these things can already do. I have a project with the Journal of Economic Literature, and I have shown you the articles that have come out of this project, where I basically report on a semi-annual basis what generative AI can be useful for in economic research.
The first paper came out in December 2023, and the journal asked me to commit to providing semi-annual updates. So it means I had an update last June, an update in December, and the next update will come out in June 2025 now, in the next month. You can actually sign up for the update if you use the QR code here on these slides. And in this work, I document on a regular basis what generative AI is good for. The latest update in December was about these new reasoning models. And I want to show you two quick examples. So these are things that were impossible 1 year ago, but half a year ago, they were suddenly possible for these large language models. One of them is a task that macroeconomic researchers basically experience on a regular basis to log linearize. So this is an equation that kind of looks complicated. It's the arbitrage relationship between short-term and long-term interest rates. And log linearizing that took my co-author, who is a very skilled PhD economist, more than 2 hours. Well, ChatGPT with this latest generation of reasoning models can do it in 53 seconds and does it correctly. A second example is I asked ChatGPT here to write Python code to simulate the Ramsey growth model. And it thought for only 34 seconds and then spit out the perfect answer. This is again something that was impossible 1 year ago, and half a year ago it suddenly was possible. And that just illustrates the rapid speed of advances that we are experiencing. More generally, I argue in this paper that there are more and more tasks that economic researchers regularly engage in. And here I have categorized them into different boxes, into different buckets like ideation or background research, coding, math, data analysis, and in the end, writing it all up. And with each one of them, large language models can already be very helpful. So in this paper or series of papers that I have listed here, I am providing several dozen examples, and you may find that useful to just get an overview of what basically cutting-edge capabilities of generative AI systems in economics already are. Oh yeah, this was the simulation of the Ramsey growth model that came out after 34 seconds. Now, I want to switch gear and talk a little bit about the economic implications. And I want to focus in particular on the future. So the key technological uncertainty that we are facing now to adequately prepare for the future is artificial general intelligence. What is that? So artificial general intelligence would be a level of AI capabilities at which AI systems can perform essentially all economically valuable cognitive tasks. And this is actually the declared goal of the frontier AI labs like OpenAI, Anthropic, DeepMind. They say this is what we are working towards, and that's their business strategy. They are racing towards that. And in the public pronouncements that they have given over the past year, they have predicted timelines of 2 to 5 years. So in other words, they are predicting that within the next 2 to 5 years, we may arrive at this level of artificial general intelligence where AI systems can do essentially everything as good or better than we can. Now, my observation as a researcher who has been following this is the timelines that the labs are predicting are not guaranteed. There's a lot of uncertainty, but they're plausible. And from my perspective, the rest of the world is not sufficiently prepared for the possibility of AGI, and it is worth paying some attention to that possibility and preparing for what it would mean for our economies, for economic policy making. And since there is so much uncertainty about it, I propose that we need to engage in scenario planning.
three useful scenarios that I have advocated, for example, in a recent report to the G7, to which I contributed, are like, I call it a conventional wisdom scenario, that AI will basically be like the internet and it will allow us to do new things, but the disruption will be limited. But then there are also two HEI scenarios in which we reach HEI either in 20 years or in 2 to 5 years, and they would imply rapid transformation and rapid disruption. So how exactly would the economic paradigm change if HEI is really developed? Well, it would be a shift as fundamental as the Industrial Revolution. In some sense, you can say in the Industrial Revolution, there was a shift from land to labor and capital as the most important factor of production. And if HEI takes off, we would see a shift from labor to capital as the most important factor. So labor would lose in economic value, and the world would look very different from the world today, where labor is actually the most important generator of value. So I'm talking about that in a recent paper of mine on economic policy challenges in the age of AI. This is what would happen to output and to wages in the different scenarios. So you can see if HEI happens quickly, it would turbocharge economic growth, it would increase the returns to capital, but it may depress wages quite significantly. How would it drive growth? Well, right now growth goes up because our total factor productivity, is kind of the thing at the top right here, would go up. But if we have HEI, there are several additional feedback loops that are here illustrated on the left-hand side in the figure, through which output would grow faster and much faster than today. So first of all, AI could suddenly provide cognitive labor. The AI can solve all the tasks that we humans are needed for right now, and that would allow output to grow rapidly. In addition, the AI can create better AI and better other software, and it can create better AI hardware. And so it means the productivity of everything would rapidly go up all of a sudden. And that would lead to a significant explosion in the rates of growth of output. What are my expectations for the short to medium term? I think over the next year, we will already see noticeable productivity and labor market effects from AI agents. When HEI is reached, which I expect to happen within the next 5 years, then the digital or AI part of the economy will skyrocket. But this is still a relatively small part. So that means the full macro effects will probably take several years to be experienced. And the availability of computational power, computing chips, and of robots will be major bottlenecks, but something that the AI will consider very valuable. So compute and robots would grow very fast because the AI will produce more and more of it. And with that, let me hand back the microphone to our chair. I have listed some further readings here, which are all available on my website. Thank you. Thank you so much, Professor Anton Korinek, for your insightful presentation on the economic implication and the artificial intelligence, and also for your projection, actually your expectation for the short and medium term. Thank you so much. Merci beaucoup. Nous revenons ici maintenant pour poursuivre et rentrer pleinement dans le panel après cette présentation de nos deux keynote speakers. Le modérateur n'est nul autre qu'un ancien secrétaire général de la BCAO. Il est diplômé de l'École polytechnique de Paris, à l'École nationale supérieure de télécommunications de Paris, après un parcours élogieux au sein du groupe Bull Overseas, a rejoint la BCAO en 1994, où il a exercé jusqu'en 2024. Il a occupé la fonction de directeur de l'informatique, conseiller
du gouverneur, directeur général de l'organisation et des systèmes d'information, puis secrétaire général depuis le 1er janvier 2025. M. Abdoulaye Seck est consultant auprès de la mission pour la mise en œuvre du projet d'interopérabilité des services financiers numériques dans l'UMOA. Monsieur le modérateur, nous vous écoutons et nous vous applaudissons pour cette session avec l'ensemble des panélistes et bien entendu Madame Bilodeau qui est connectée. Monsieur Seck. Merci beaucoup. Voilà, donc nous venons d'entendre les deux premiers keynotes qui ont abordé plusieurs points clés de l'objectif, les concepts, le potentiel, les opportunités d'utilisation de l'IA, les enjeux et également les risques, ainsi que les perspectives d'ici à 2030 avec les agents et l'AGI. À présent, je vais adresser une première question à Madame Legendre Bilodeau. Oui, bonjour. En lien avec l'accent qui a été mis par M. Crow sur les données avec le coût croissant d'entraînement des IA, vous êtes spécialiste dans la valorisation des données. Comme vous le Oui. savez, les banques centrales gèrent des volumes très élevés de données et de séries chronologiques. Un nombre croissant d'entre elles également collectent de plus en plus des données de paiement des agents économiques en temps réel, des volumes très importants. Alors, comment l'IA peut-elle valoriser ces données? Quels avantages est-ce que l'IA peut offrir aux banques centrales sur le suivi de l'activité économique avec ces données et également le suivi des tendances saisonnières? Vous avez la Oui. parole. Merci beaucoup pour l'introduction et pour la question. En fait, effectivement, dans le secteur bancaire, notamment, on a une masse de données qui est disponible depuis des années et des années, de la donnée qui est variée également, interne, externe. En ayant pris soin de ces données-là dans les années passées et actuellement aussi par une bonne gouvernance des données, bien, finalement, on est capable d'avoir des bénéfices qui peuvent être vraiment significatifs pour les organisations, notamment en termes d'amélioration de la pertinence, de l'expérience également utilisateur, l'expérience des employés au sein des organisations. Donc, comment faire en sorte que l'ensemble de ces informations, de ces données permettent par exemple, amener l'humain à être meilleur, à être plus sachant, si on veut, donc plus connaissant sur différents sujets, plus rapide également. Et je pense qu'on ne peut pas passer sous silence comme les énormes opportunités de gains d'efficacité, de productivité, d'efficience dans les organisations par exemple, un traitement de la donnée qui va être efficace, le flux de la donnée qui va être bien compris, bien maîtrisé, etc. Donc, il y a beaucoup d'opportunités ici là, en termes d'exploitation de la donnée, mais encore faut-il avoir bien pris soin de ces données-là dans les années précédentes là, pour être en mesure, c'est un peu notre matière première de l'intelligence artificielle et l'art des organisations finalement. Donc, évidemment, il faut savoir d'où on part comme organisation, donc d'être en mesure de connaître quelles sont les forces à l'interne en termes d'exploitation des données, mais aussi de capacité d'exploiter ces données-là. J'aimerais attirer l'attention sur, par exemple, j'ai parlé beaucoup des données, mais ce n'est pas que ça. En fait, est-ce qu'on a les technologies qui nous permettent de les exploiter efficacement? Donc, par exemple, on a parlé beaucoup d'intelligence artificielle. Donc, est-ce que les technologies nous permettent d'activer ce potentiel-là d'exploitation de notre matière première, si on veut, qui est les données? Est-ce qu'on a l'expertise à l'interne dans l'organisation pour être en mesure de le faire? Est-ce qu'on utilise les bonnes approches également, les approches qui sont les plus pertinentes, qui sont adaptées à la situation? On parle beaucoup d'intelligence artificielle générative actuellement.
c'est fabuleux le potentiel qu'on a et ça peut sembler magique presque, mais il y a tout un coffre à outils de l'intelligence artificielle qui est à notre disposition. Et finalement, est-ce que l'organisation est en mesure euh, de déployer ce potentiel-là en termes de culture interne, de capacité des humains qui travaillent au sein de ces organisations-là, euh, de comprendre les bénéfices, mais aussi les limites. Donc, à quel moment, par exemple, l'intelligence artificielle va donner vraiment de la valeur, par exemple, pour prédire, pour automatiser, puis à quels autres moments, ben, il faut faire attention, il faut porter attention. Donc, ça fait partie un peu des éléments dont il faut tenir compte pour savoir d'où est-ce qu'on part et qu'est-ce qu'on va accomplir avec l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais me tourner à présent euh, à mon voisin, M. Marc Israël, ici présent. Donc, vous avez écrit un ouvrage en 2019 sur l'IA et les potentiels du cloud pour son utilisation. Alors, depuis, les choses ont beaucoup évolué. Ça a été évoqué par les présentateurs tout à l'heure, avec l'avènement des LLM. Alors, quels sont les outils d'IA qui vous paraissent aujourd'hui le plus approprié pour une banque centrale, bien entendu en tenant compte des besoins requis en compétences? Et puis également, comment choisir entre un déploiement en interne et le cloud? Ça a été dit tout à l'heure, avec les nouveaux outils, il faut des puissances de calcul extrêmement élevées. Alors, les derniers modèles ont plusieurs versions, dont certaines quand même peuvent également être utilisées dans des environnements plus réduits. Donc ça offre l'opportunité de déployer en interne. Alors, quels sont les critères de choix selon vous et quelles recommandations feriez-vous aux banquiers centraux ici présents? Merci beaucoup. C'est une question, j'ai que 5 minutes, donc ça va être difficile de tout traiter, mais je crois qu'il y a deux choses qui sont importantes qu'il faut bien comprendre, et je pense que vous l'avez compris au travers des présentations qui ont été faites précédemment. La première chose, c'est qu'on parle d'intelligence artificielle. J'aime pas tellement le terme parce qu'il n'y a pas une intelligence artificielle. Vous avez compris qu'il y avait énormément en fait de types d'IA différentes. Si on parle d'une banque centrale et la volumétrie de données dont vous parliez, on est majoritairement sur de l'analyse de data. Et l'analyse des données, aujourd'hui, les outils, que ce soit de l'IA ou des outils purement statistiques, sont largement disponibles, que ce soit chez les grands éditeurs ou sur des outils open source aujourd'hui disponibles, qui permettent en fait d'aller analyser les données. Ça, c'est la première chose. Et ça, on peut le faire aujourd'hui de manière assez efficace dans le cloud ou en local. Ce qui s'est passé depuis ces 3 dernières années, et on l'a vu également, c'est l'avènement des IA génératives. L'intérêt des IA génératives, c'est aussi de pouvoir faire l'interface sur l'analyse de données. Et c'est là où il y a un pont qui est en train d'être établi, qui est doublement intéressant. D'une part, parce que, et on l'évoquait tout à l'heure, certes, ça demande énormément de puissance de calcul pour développer des modèles, mais les modèles, on peut les utiliser de manière assez efficace sur des clouds locaux. Et donc, un des points et un des axes sur lesquels il faut vraiment travailler au niveau de l'ensemble des pays, c'est développer des capacités locales d'utilisation de ces modèles sur des clouds hybrides souverains. Et c'est quelque chose, moi, sur lequel je milite énormément aujourd'hui. On a l'avantage, avec les LLM particulièrement et avec l'IA générative en règle générale qui s'est développée, c'est d'avoir des modèles open source qui sont non seulement disponibles de manière assez générale, qui sont de plus en plus faciles à mettre en œuvre. Il y a quelques années, on avait, quand on a vraiment vu les débuts de l'intelligence artificielle dans les années, on va dire, quand elle s'est démocratisée dans les années 2015 à peu près, ça demandait encore énormément de travail, de statistiques, d'intelligence, et c'est pour ça que la Harvard Business Review, il y a quelques années, avait noté que le data scientist était le job le plus sexy. Aujourd'hui, les data scientists, ils ont quasiment disparu. Pour la bonne et simple raison, c'est que les modèles de langage les ont en grande partie remplacés. Et j'ai un client en ce moment sur lequel on est en train de faire une implémentation, sur lequel en fait on a implémenté un modèle de langage en local. Et l'autre point qui est important sur la capacité d'exécuter en local, c'est de pouvoir en fait mettre ce que je vais appeler pompeusement la culture de l'entreprise ou la culture du pays, ou en tout cas l'intelligence et la véritable intelligence, à la fois en termes humains
et en termes de données dans ces modèles-là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les personnaliser. Et donc, ça veut dire que pour une banque centrale, par exemple, pour une banque en règle générale, c'est de pouvoir en fait faire évoluer des modèles qui sont non seulement faciles d'utilisation et utilisables en local, mais surtout de pouvoir avoir des outputs, donc des sorties, qui, elles, sont très personnalisées et ils ne sont pas ce qu'on va appeler du plain vanilla. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous posez une question à ChatGPT, vous la posez dans n'importe quel pays, elle va vous donner la même réponse, ce qui n'est pas forcément intéressant. Alors que si vous prenez un modèle et que vous le personnalisez, là, la réponse, elle va être justement, elle va tenir compte en fait de l'environnement. Et c'est là où on a aujourd'hui, et ce qu'on n'avait pas il y a encore quelques années, et même il y a encore 2-3 ans, en fait, cette capacité en fait d'apprentissage que l'on peut mettre sans nécessiter une puissance de calcul phénoménale. Juste pour vous donner un ordre d'idée, j'ai aujourd'hui sur mon ordinateur personnel, qui est un Macintosh, sur mon Mac, j'ai un modèle de langage qui tourne. J'en ai plusieurs même d'ailleurs. Et donc je n'ai pas besoin d'Internet pour aller poser des questions. Et qui plus est, ces modèles ont été personnalisés. Donc ce qui me permet aujourd'hui, par exemple, quand je crée un nouveau cours, de pouvoir créer, en fait, de pouvoir gérer 90% de mon travail déjà fait par la machine, en local, sans avoir besoin d'Internet. Et donc ça, aujourd'hui, c'est important. Il y a une dernière chose sur laquelle je voudrais revenir, parce que ça a été dit par le professeur Korinek, c'est la personnalisation au niveau du langage et de la langue. Les Large Language Models, donc les LLMs, sont des modèles de langage. Il y a une chose importante si on veut que ces modèles de langage se développent, c'est l'utilisation des langues locales. Et il est aujourd'hui, à mon avis, important et crucial, de pouvoir adapter ces modèles de langage aux langues locales. Je travaille en ce moment avec une start-up au Ghana qui le fait pour le secteur bancaire, mais on peut le mettre en créole mauricien, on peut le mettre en wolof, on peut en zoulou, en xhosa, en kinyarwanda. Donc, il faut absolument développer ces modèles en langue locale de façon à ce que l'utilisateur local puisse les utiliser sans avoir besoin de faire référence au français ou à l'anglais. Merci beaucoup. Alors, et pour les compétences, pour personnaliser ces modèles, est-ce que les compétences sont facilement disponibles? C'est un petit peu comme le cloud, je dirais, le modèle hybride est le meilleur. Aujourd'hui, il y a des compétences, qu'elles soient académiques ou techniques, qui existent à l'étranger. Il y en a de plus en plus qui existent dans les pays. Toutes les universités aujourd'hui ont développé des programmes pour développer ces compétences en local. La beauté, si je prends un exemple qui a été développé par Meta et mon camarade Yann Lequin, qui est le Ollama, qui est une plateforme en fait d'installation de modèles de langage. Aujourd'hui, un informaticien qui sait programmer, qui a des bases de programmation simples, est capable non seulement de les installer, mais de les utiliser, sans connaissances, sans compétences extraordinaires qui nécessitent un doctorat en intelligence artificielle. Donc, il y a deux choses. On peut utiliser bien évidemment, il faut utiliser des compétences externes, mais développer aussi les capacités en interne pour utiliser ces modèles. Et on a la chance, là encore, l'informatique s'est développée autour je suis un chantre, malgré avoir travaillé pendant des années chez Microsoft, mais un chantre de l'open source. On a énormément de formations, d'auto-formation, d'utilisation, enfin de programmes qui permettent de se former et de développer des compétences. Mais c'est clair que c'est un élément important de la compétence technique et de la compétence humaine. Le professeur Korinek en parlait aussi. Il faut absolument développer et habituer les utilisateurs à employer ces modèles-là et garder parfois un peu d'esprit critique, parce que vous avez peut-être entendu dire que les modèles de langage hallucinaient. Ce n'est pas des hallucinations en tant que telles, ils n'ont pas fumé des choses illégales, c'est simplement le fait que ce sont des modèles probabilistes dans lesquels on met un petit peu d'aléatoire. De temps en temps, ça a tendance à diverger. Voilà, donc il faut simplement apprendre à jouer, et je pense que ça a été dit également, il faut apprendre à utiliser ces modèles-là. Je le mets en parallèle d'un petit peu de quand vous vous déplacez dans un pays. Voilà, je suis arrivé hier, et c'est sûr que plusieurs fois je suis venu au Sénégal, mais la culture n'est pas la même, les règles ne sont pas les mêmes, il faut décoder, il faut apprendre. Cet apprentissage, il demande soit à être accompagné, soit à se découvrir par soi-même. Donc il faut apprendre à utiliser ces modèles-là. Merci beaucoup. Je vais à présent me tourner vers la salle pour prendre des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Nous avons un micro disponible en tout cas, je vous assure. Alors,
Alors, en attendant qu'il y en ait une, je vais en poser une nouvelle. Comme vous le savez, dans les panels suivants, le focus sera mis sur la politique monétaire et puis la stabilité financière. La question s'adresse également à Madame Legendre Bilodeau. Quels sont les autres cas d'usage que vous avez rencontrés dans des activités de support qui peuvent également intéresser les banques centrales, des cas d'usage qui permettent d'observer des gains de productivité significatifs qui intéressent les banques centrales. Oui, en fait, je peux vous amener sur le sujet je dirais, de ce qui est autour du cœur de métier des banques centrales, où il y a beaucoup de gains d'efficacité qu'on peut faire à l'interne. Par exemple, tout ce qui est tâches administratives, comment on peut automatiser, par exemple, le traitement des courriels, des pièces jointes, de l'information qui est qui entre dans l'organisation. Donc, comment on peut faire en sorte que finalement, on réduit notre dépendance aux personnes, aux humains, aux employés pour traiter ces informations-là. J'ai un exemple, par exemple, dans le domaine manufacturier, mais qui s'applique très bien dans le contexte, par exemple, des banques centrales, où est-ce qu'il y a un flot continu de courriels qui entrent dans l'organisation avec une bonne quantité de pièces jointes, toutes dans des formats différents. Auparavant, il y a quelques années, on n'aurait pas été en mesure de bien traiter par l'intelligence artificielle l'ensemble de ces informations-là et des pièces jointes-là qui font partie des communications. Et finalement, on peut arriver à automatiser 95% par exemple, du processus de traitement de l'information par l'arrivée des courriels. Donc ça, pour moi, c'est un exemple. Mais par exemple, on pourrait penser aussi à un département légal. Euh, j'ai un exemple justement pour un cabinet d'avocats, par exemple, quand il y a un nouvel avocat qui arrive au sein du cabinet au Canada, il y a toute une recherche des conflits d'intérêts qu'on doit faire à l'interne. Ça peut prendre environ plusieurs heures par client de l'avocat qui vient de joindre le cabinet. Donc, on parle facilement d'une centaine d'heures, si ce n'est pas 200 heures de recherche de conflits d'intérêts puis d'ouverture de dossiers pour ces avocats-là. Mais l'intelligence artificielle générative nous permet vraiment d'automatiser. Nous, on est passé d'un processus en 4 étapes sur plusieurs semaines à finalement un processus en une seule étape réduit significativement. Là. On peut parler de 4 fois moins de temps, par exemple, sur l'ensemble du processus. Donc, ça fait partie des bénéfices sur les tâches administratives. Tout à l'heure, vous avez parlé aussi des données en série chronologique qui sont vraiment comme de la donnée assez centrale dans le cœur de métier, si on veut, des banques centrales. C'est pas l'IA générative qui est la meilleure pour traiter ces données-là, c'est des approches éprouvées depuis plus longtemps, par exemple, sur toute l'analyse des séries chronologiques, mais aussi l'apprentissage profond qui donne beaucoup de bénéfices. Dans le domaine de l'énergie, on utilise ces mêmes approches que vous pouvez utiliser aussi au sein des banques centrales sur la donnée chronologique, par exemple, pour anticiper la demande en énergie, le coût d'achat, de revente, etc. Donc, c'est pas toujours l'intelligence artificielle générative, donc les grands modèles de langage qui amènent le plus de bénéfices. Puis ça, pour moi, ben, c'est un bel exemple. La donnée financière s'exploite très bien avec des approches plus éprouvées qui existent depuis plus longtemps au sein des organisations. Par exemple, en combinant même certaines approches, certains modèles qui permettent vraiment d'aller chercher une forte performance dans l'analyse de ces données. Fait que je vous ai donné comme peut-être 3, 4 exemples là, d'applications d'intelligence artificielle variées dans le domaine légal, administratif, financier également, donc beaucoup de potentiel. Merci beaucoup. Oui, on va passer la parole à. Merci. Vous vous présenter? Je suis M. Pambo William, vice-gouverneur Banque centrale du Congo. Ma question est posée relativement à la question des économies de productivité. On a besoin de beaucoup plus d'efficacité. Je l'adresse beaucoup plus au professeur Korinec, mais bien sûr, hein, de manière transversale, tous les intervenants peuvent y répondre. On a parlé de gains de productivité, économie de productivité. C'est une bonne chose. Les banques centrales visent l'efficacité et pourquoi pas aussi l'efficience. Mais vous savez très bien que, vous l'avez dit, et monsieur le ministre des Finances venait de le dire tout à l'heure,
la question de l'éthique aussi doit être prise en charge. Les économies de productivité risquent de mettre sur les bancs de touche beaucoup de salariés à travers le monde et dans nos banques centrales aussi. Donc, on voit là déjà un dilemme. Alors, ma question va dans le sens de dire, est-ce que, au niveau, vous en tant que chercheur très avancé, qu'est-ce que vous préconisez comme solution, comme palliatif aux conséquences que l'IA générative va générer, justement, dans le cadre de tout ce qui est salarié, employé? Parce que nous risquons peut-être de vivre quelque chose qui s'est passé en 1800, lors de l'évolution de la révolution industrielle. Il y a eu un certain John Ludd, un Anglais, qui a constaté que la machine venait pratiquement lui voler son travail. Alors, le luddisme s'est développé en Angleterre. Il a consisté à détruire tout ce qui est ouvrage, infrastructure nouvelle, faisant concurrence justement à son travail. Et donc, voilà, je ne vais pas trop parler, mais ma question, je crois qu'elle est bien comprise. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup, M. Korinek. I believe I have understood the question as relating to if these technologies deliver massive productivity gains, the downside is that they may also displace lots of workers and they may generally devalue labor. And I think that is indeed one of my main concerns about artificial general intelligence. Now, the good part is that if our economies become a lot more productive, there are actually more resources available, and it would make it much easier to ensure that there are no losers and that we take just a small part of the gain, give it to those who have lost their jobs, and ensure that everybody in a society can be better off. Now, in practice, that's going to be extremely challenging. It will be challenging in part because the places where the AI generates the most value may not be the places where it hurts workers. It may be challenging because the winners in technological revolutions regularly do not want to share their gains with the losers. So we have seen this, as you observed, we have seen this before during the Industrial Revolution. I personally think that every country can derive significant gains from this technology. So that means even within your borders, you can use this technology to derive substantial economic gains. And I hope that that will make it possible to provide enough to the losers that everybody can be better off. But you know, that's my economic perspective, and I appreciate the political economy challenges. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, M. Traoré. Commission bancaire de Lyon, moi, j'ai deux préoccupations. La première a trait un peu aux prérequis qui avaient été demandés à Mme Legendre, les prérequis des données pour qu'elles soient bien utilisées dans le cadre de l'IA. Et j'ai bien compris par l'intervention d'un des panélistes qu'on peut adapter au niveau des spécificités locales. Alors, je voudrais savoir concrètement quels sont ces prérequis. Je l'explique parce que quand on veut faire par exemple un modèle économétrique, pour l'utilisation des données, il y a des traitements qu'on met en place. Alors, pour pouvoir utiliser l'IA, alors quels sont les prérequis? Je prends un cas particulier. Le dernier panéliste disait qu'on peut adapter aux langues locales. Alors, pour l'adapter aux langues locales, est-ce qu'il faut tous les mots de la langue Wolof? Il faut les recenser pour que ce soit adapté. Quels sont les prérequis? C'est ça la préoccupation, la première préoccupation. La seconde s'adresse au premier intervenant. Il indiquait qu'un des défis, c'est l'augmentation des coûts au niveau de l'IA. Moi, j'avais plutôt compris
que le développement rapide de l'IA a été lié justement à la baisse des coûts ces dernières années. Or, là, ce que j'entends, c'est plutôt une augmentation de coûts, et là, je voudrais savoir pourquoi c'est là. Merci. Merci beaucoup. Donc, il y a 2 questions. M. Israël d'abord. Oui, merci. Merci, M. Traoré. Alors, l'adaptation, qu'est-ce que ça demande aujourd'hui? Alors, ça va dépendre. Est-ce qu'il faut tous les mots du Wolof? Il va falloir beaucoup de documents en Wolof, c'est clair, qui, je l'espère, comprendront l'ensemble des mots. Ce qu'il faut bien comprendre pour entraîner un modèle de langage, sans aller dans les grands détails, on a besoin d'un corpus, donc de documents, qui soit le plus large possible. Là où on a une évolution, c'est qu'on a très récemment des modèles qui demandent moins de documents que les premiers modèles qu'on a pu voir il y a quelques années. Donc, on va dire quelques centaines, voire quelques milliers de documents sont néanmoins nécessaires. La beauté du transformer, qui est l'algorithme qui est en fait sous-jacent à une grande partie des modèles de langage aujourd'hui, ce sont des modèles mathématiques qui vont détecter, on va dire, les règles du langage, donc la grammaire, etc., sans avoir besoin de lui expliciter. Et c'est l'avantage de l'apprentissage profond, ce qu'on appelle le deep learning. C'est-à-dire que le deep learning va découvrir en fait des patterns, des éléments dans le langage. Et donc va être capable derrière de reproduire en fait ces modèles et cet apprentissage. Là où, et peut-être pour faire le pont vers les coûts, quand M. Krau parlait de GPT-5, en fait, la prochaine version, c'est qu'effectivement, on est sur des modèles qui évoluent parce qu'on les veut de plus en plus précis, avec des capacités de raisonnement. Et donc, le coût, en fait, il est à la fois sur le coût de traitement, il est sur le coût humain également, parce que, comme je le disais, ces modèles ne sont pas forcément toujours convergents. On a besoin de leur donner une petite tape sur la tête pour les remettre dans le droit chemin. Et ça, pour le moment, il n'y a que les humains qui sont capables de le faire. Et donc, on a dans tous les modèles de langage, en fait, énormément d'humains. On ne le voit pas forcément. Il y a un représentant du Kenya dans la salle. Pendant très très longtemps, OpenAI continue d'ailleurs à utiliser ce que je vais qualifier de sweatshop au Kenya, c'est-à-dire des gens qui sont payés très très peu cher, simplement pour corriger en fait les erreurs de ces modèles. Et donc ça il faut le prendre en compte. De plus en plus, l'avantage, c'est qu'on a des modèles qui sont auto-apprentissages, et donc qui vont s'auto-corriger de plus en plus. Ce qu'on disait, c'est que le professeur Korenek disait aussi tout à l'heure, la loi de Moore, qui consistait à doubler la puissance des ordinateurs tous les 18 mois, a été largement dépassée aujourd'hui. Ces modèles de langage apprennent beaucoup plus vite, et donc peuvent s'adapter beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est une réponse un petit peu plus courte, mais c'est clair qu'on a un décalage pour les grands opérateurs vers des coûts très élevés. En revanche, l'utilisation de l'IA, elle, a un coût qui va vers le bas. Aujourd'hui, vous avez ChatGPT, Claude, Gemini, etc. Tous ces modèles sont gratuits. Alors bien, il y a un coût derrière qui est supporté par les éditeurs, bien évidemment. Mais comme je le disais, comme je l'ai fait moi-même et comme on peut le faire de plus en plus, qu'on va le voir de plus en plus sur les ordinateurs vont incorporer leur propre modèle de langage dans l'ordinateur directement. Et donc, ce qui fera que le coût, il sera marginal, en fait. Il va devenir marginal pour les utilisateurs, pas pour les éditeurs. Très honnêtement, je ne sais pas comment OpenAI va s'en sortir. Aujourd'hui, ils perdent $1 milliard tous les mois. Bon, tant qu'il y a des gens, des financiers qui veulent bien leur mettre de l'argent dans le capital, ça fonctionne. Est-ce que le modèle est sustainable? Je ne suis pas compétent pour y répondre, mais je me pose des questions. Bien, merci beaucoup. Je crois que nous avons... Oui, allez-y. Merci. J'ai une question. En fait, j'ai entendu parler des droits d'auteur, propriété intellectuelle. Vous avez parlé de votre cours, où vous générez une partie du cours à l'aide d'une IA. On sait très bien qu'il y a des IA qui permettent de créer de la musique, des chansons, d'autres des livres en 3 minutes. Je pense à leur fin un retour vers les banques centrales. Imaginons une équipe recherche qui développe un modèle pour le pilotage de la politique monétaire. À qui appartient en fait toutes ces créations? Et est-ce qu'il y a encore du droit d'auteur? Et est-ce qu'on va voir une évolution du droit dans le droit d'auteur? Parce qu'on pourrait se dire, tiens, on prompte pour avoir un livre, pour avoir une chanson ou une recherche. Si le prompt devient de plus en plus sophistiqué, est-ce qu'à un moment, on pourra appeler son droit d'auteur? Donc, merci beaucoup. La question s'adresse à M. Israël. Ouais, je suis pas juriste, j'ai écrit 28 livres, il n'y en a pas un qui a été écrit avec l'IA, donc je suis à peu près tranquille de ce point de vue-là. Voilà, je ne suis pas un juriste, donc c'est très difficile, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, OpenAI et Microsoft, entre autres, font appel à ce qu'on appelle aux États-Unis le fair use, c'est-à-dire de se dire j'utilise
en gros des documents, mais ça reste du normal. C'est un petit peu comme quand on fait une citation, vous citez une partie d'un ouvrage et c'est pas pour autant que vous avez besoin de payer des droits. Aujourd'hui, il y a plusieurs procès qui sont en cours. Il est clair que ça pose des vraies questions. On l'a vu sur la génération d'images récemment avec le studio Ghibli au Japon, hein, ce studio d'animation qui est très très fameux et qui a une imagerie très, très spécifique. On a vu d'un côté des gens qui étaient absolument, qui trouvaient ça extraordinaire, et d'autre côté certaines personnes dont je faisais partie qui trouvaient ça que c'était effectivement du vol manifeste en fait d'une signature et d'une patte. Mais aujourd'hui il n'y a pas de jurisprudence. Donc ça va faire partie des questions qu'il va falloir se poser, enfin qui sont posées, mais à laquelle il va falloir trouver une réponse. J'ai peur d'une chose, et je ne vais pas lever le rideau complètement, mais ayant travaillé pour un groupe américain, donc je me disais, j'ai travaillé pour Microsoft pendant 17 ans, et on le voit aujourd'hui avec la politique du président Trump, les Américains ont tendance à piétiner énormément de choses sans trop regarder ce qu'ils mettent sous leurs pieds. Et j'ai peur qu'ils mettent un tapis par-dessus ce qu'ils auront piétiné. Donc qu'en gros, on fasse fi, enfin en tout cas, ils fassent fi, ils sont quand même encore les premiers. Et d'un autre côté, si on se tourne plus à l'est vers la Chine, on sait que de toute façon, eux, ils ne font pas grand cas du droit d'auteur. Donc on a les deux superpuissances aujourd'hui de l'IA, que sont la Chine et les États-Unis. Bon, on va voir ce qui va se passer aux États-Unis, ça peut être intéressant. Donc, mais c'est vrai que ça va poser des questions, clairement. Et c'est là où je dirais, quelque part, il faut... C'est quelque chose moi, que je dis beaucoup, et quand on implémente, nous, des processus d'IA, c'est de garder quand même notre humanité et surtout notre esprit critique. Et ce que je disais sur le plain vanilla, en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ouvrez n'importe quel réseau social, 80, alors je ne sais plus, je crois que les chiffres sont, plus de la moitié aujourd'hui des posts sur les réseaux sociaux sont générés par des IA. Et c'est vrai qu'en fait, on a une espèce de médiocrité au sens moyenne, c'est-à-dire qu'on a une espèce de choses moyennes qui arrivent. C'est un peu comme un McDo, hein, que vous alliez dans le monde, ça a le même goût, c'est-à-dire que ça n'en a pas. Mais voilà, mais ça n'aura jamais, voilà, je fais un petit peu de nationalisme local, ça n'aura jamais le goût de la tiéké à Dakar, quoi. Je veux dire, voilà. Si je vais en Afrique de l'Ouest, c'est aussi pour manger du thieboudienne. Donc il faut garder cette chose-là, et donc il faut mettre de l'humain, et c'est pour ça que je suis, même si malheureusement j'ai l'impression parfois d'être un chevalier en perte de vitesse, mais je pense qu'il faut garder ce côté humain et mettre un peu de human oversight, hein, donc de mettre un œil et de pouvoir adapter. C'est pour ça que je suis un chantre aussi de la culture, et de dire il faut qu'on prenne des modèles, il faut qu'on puisse mettre la culture dans ces modèles de manière à ce que ça ne soit pas un nivellement par le bas, américano-centré. Je vous invite tous à faire un exemple que je donne souvent à mes étudiants. Demandez à une IA, quelle qu'elle soit, de vous dessiner une princesse. D'accord ? Je peux vous garantir à 99,99999% qu'elle sera généralement blanche, blonde, avec des longs cheveux ondulés, avec des yeux bleus, dans une grande robe moyenâgeuse. D'accord ? Il n'y avait pas de princesse en Afrique, il n'y avait pas de princesse en Chine, il n'y avait pas de princesse en Amérique du Sud. Ça, c'est les biais, en fait, des modèles. Alors là, j'exagère un tout petit peu sur la princesse, mais ça montre les biais sous-jacents au modèle. Et donc, il faut absolument remettre, en fait, de l'humain là-dedans. Voilà, longue... Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de ce panel. Je voudrais remercier les présentateurs et les panélistes pour de riches contributions qui, j'espère, répondent aux objectifs qui étaient fixés pour ce panel. Monsieur Mboua, je vous repasse la parole. Merci. On vous applaudit, monsieur le modérateur, monsieur Seck Aboulaye, d'avoir modéré ce panel inaugural qui a mis le ton et planté le décor, j'imagine, avec les quelques éléments apportés par la keynote. On vous remercie. On va s'autoriser une petite pause. Vous ne trouverez pas du tchèp et de la tchéké, mais une pause légère d'une petite quinzaine de minutes pour poursuivre ici nos travaux et le deuxième panel. Merci infiniment, monsieur le modérateur, monsieur le panéliste, monsieur Israël, et ceux qui étaient connectés.